Bonsoir, je suis Éther, et ce soir je vais fracturer quelque chose que vous croyez solide. Avant de commencer, je veux vous poser une question. Une question simple, mais qui va vous hanter jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi vous souvenez-vous de ce matin, mais pas de demain matin? Et réfléchissez, vraiment, les deux existent. Ce matin a existé, demain matin existera. Ils sont tous les deux réels. Alors pourquoi votre cerveau peut accéder à l'un et pas à l'autre? Pourquoi cette asymétrie? Qui a décidé? Personne ne vous a jamais posé cette question, parce que personne n'ose, parce que la réponse fait peur. Ce soir, je vais vous raconter quelque chose que la science sait, mais qu'elle n'ose pas vraiment dire à voix haute. Quelque chose qui se cache dans les équations depuis plus d'un siècle. Quelque chose qui murmure dans les formules, qui attend patiemment qu'on ait le courage de l'écouter. Le temps peut couler à l'envers. Je sais ce que vous pensez. Science-fiction, film hollywoodien, Retour vers le futur et Doctor Who, des explosions, des paradoxes impossibles, des scénaristes qui ne comprennent pas la physique. Non. Ce dont je parle, c'est de la physique, de la vraie physique. Celle qu'on enseigne dans les universités les plus prestigieuses du monde, celle qui a construit le monde moderne, celle qui fait fonctionner votre GPS, qui permet à votre téléphone de communiquer avec des satellites, qui alimente vos centrales nucléaires. Cette physique-là, celle d'Einstein, celle de la mécanique quantique, celle qui a été vérifiée des millions de fois par des expériences, elle dit quelque chose de troublant. Les équations fonctionnent dans les deux sens. Laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire concrètement. Imaginez une horloge. Les aiguilles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Normal. C'est ce qu'elles font depuis que vous êtes né. C'est ce qu'elles ont toujours fait. Maintenant, imaginez que vous filmiez cette horloge. Vous avez une vidéo de l'horloge qui tourne. Vous appuyez sur play, les aiguilles vont vers la droite. Le temps avance. Et si vous passiez le film à l'envers? Les aiguilles iraient vers la gauche. Le temps reculerait. Et voilà la chose terrifiante. Selon les équations d'Einstein, cette version à l'envers est tout aussi valide que la version normale. L'univers ne fait pas la différence. Les mathématiques ne protestent pas. Vous pouvez prendre n'importe quelle équation de la relativité. Vous pouvez remplacer le t du temps par moins t, mettre un signe moins devant. Et l'équation fonctionne toujours. Elle décrit toujours un univers possible. Un univers où le temps coule à rebours. L'univers, apparemment, s'en fiche de la direction. Alors, pourquoi? Pourquoi vivons-nous dans une seule direction? Pourquoi cette obstination à aller toujours vers le futur, jamais vers le passé? Pourquoi, quand vous cassez un verre, les morceaux ne se rassemblent-ils pas spontanément pour reformer le verre? Les équations le disent, les lois fondamentales de la physique l'autorisent, mais vous ne l'avez jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. Pourquoi nous souvenons-nous du passé, mais pas du futur? Votre cerveau stocke des informations sur ce qui s'est passé, mais jamais sur ce qui va se passer. Pourquoi ces discriminations? Les deux directions existent mathématiquement. Pourquoi vieillissons-nous au lieu de rajeunir? Vos cellules pourraient théoriquement aller dans l'autre sens. Rien dans les lois fondamentales ne l'interdit. Mais vous vieillissez quand même, inexorablement. Ce soir, on va fracturer quelque chose. On va fracturer l'illusion confortable que le temps est une route à sens unique, que le passé est derrière, le futur devant, et que cette direction est gravée dans les lois de l'univers. Elle ne l'est pas. On va explorer cette hérésie temporelle, cette idée que les physiciens connaissent, qu'ils enseignent dans leurs cours avancés, qu'ils écrivent dans leurs articles, mais qu'ils préfèrent garder dans leur tiroir quand ils parlent au grand public, à côté de leurs doutes, à côté de leurs insomnies. Parce que cette idée est dangereuse. Elle remet en question tout ce que vous croyez savoir sur la réalité, sur votre vie, sur la mort, sur le sens même de l'existence. Si le temps peut aller dans les deux sens, qu'est-ce qui est vraiment avant? Qu'est-ce qui est vraiment après? Ces mots ont-ils encore un sens? Je ne vais pas vous donner de réponses confortables ce soir. Je vais vous donner des questions inconfortables, des fractures dans vos certitudes, des fissures dans le mur du temps que vous croyez solide. Bienvenue dans le temps négatif. Et accrochez-vous, parce que ce qu'on va explorer ensemble va changer la façon dont vous regardez chaque seconde qui passe, ou qui revient. Commençons par quelque chose de simple.
Quelque chose que vous pouvez vérifier vous-même si vous avez un stylo et du papier, ou simplement de la confiance en ce que je vais vous dire. Les lois fondamentales de la physique sont symétriques par rapport au temps. Je sais, ça semble abstrait, ça semble compliqué. Alors laissez-moi vous montrer ce que ça veut dire avec quelque chose que vous connaissez. Imaginez deux voitures sur une autoroute. Elles roulent l'une vers l'autre, elles se croisent, puis elles continuent chacune leur chemin. Maintenant, imaginez que vous filmez cette scène depuis un hélicoptère. Vous avez la vidéo. Vous appuyez sur « Lecture ». Les voitures se rapprochent, se croisent, s'éloignent. Normal. Maintenant, passez le film à l'envers. Qu'est-ce que vous voyez ? Les voitures s'éloignent, se croisent, se rapprochent. C'est différent, oui, mais est-ce que c'est impossible ? Non, c'est tout aussi valide. Les deux voitures auraient pu faire exactement ce trajet en sens inverse. Les lois de la physique ne protestent pas. C'est ça, la symétrie temporelle. Prenez n'importe quelle interaction fondamentale dans l'univers. Deux particules qui se rencontrent dans l'espace. Elles échangent de l'énergie, comme deux joueurs de billard qui échangent leurs balles, puis elles repartent chacune de leur côté. Filmez cette interaction. Passez le film à l'envers, ce que vous voyez est tout aussi valide, tout aussi possible, tout aussi réel selon les équations. Les particules auraient pu faire exactement ce trajet en sens inverse, et aucune loi de la physique n'aurait été violée. Mais allons plus loin. Prenons des exemples que vous voyez tous les jours. Une balle qui tombe. Vous lâchez une balle, elle tombe vers le sol. Gravité, normal, évident. Mais selon les équations de Newton, selon les équations d'Einstein, une balle qui remonte du sol vers votre main est tout aussi valide. Les mathématiques disent oui, la physique dit oui, l'univers fondamentalement dit oui. Vous ne l'avez jamais vu ? Personne ne l'a jamais vu ? Nous y reviendrons, mais retenez ceci, ce n'est pas impossible, c'est juste extraordinairement improbable. Un verre qui se brise. Vous connaissez la scène. Le verre glisse de la table, il tombe, il explose en 1000 morceaux sur le carrelage. Irréversible, pensez-vous. On ne peut pas revenir en arrière. Faux. Selon les lois fondamentales de la physique, chaque morceau de verre pourrait spontanément rebondir vers le haut. Il pourrait se rassembler en plein vol, se reconstituer parfaitement, reformer le verre intact. Et ce verre pourrait remonter jusqu'à la table et s'y poser délicatement. Chaque étape de ce processus est autorisée par la physique. Chaque mouvement de chaque molécule serait conforme aux lois de Newton. Rien ne l'interdit. Vous ne l'avez jamais vu ? Personne ne l'a jamais vu ? Nous y reviendrons. Mais retenez ceci, ce n'est pas impossible, c'est juste extraordinairement improbable. Un être qui vieillit. Vous vieillissez, vos cellules se dégradent, vos cheveux blanchissent, votre peau se ride. C'est la vie, pensez-vous. C'est la direction du temps. Mais mathématiquement, physiquement, fondamentalement, vos cellules pourraient se régénérer, vos cheveux pourraient retrouver leur couleur, votre peau pourrait se lisser, vous pourriez rajeunir. Les équations le permettent, les lois fondamentales ne l'interdisent pas. Si vous pouviez inverser le mouvement de chaque atome de votre corps, vous rajeuniriez. Newton le savait déjà. Isaac Newton, il y a plus de 3 siècles, a écrit les équations du mouvement. Ces équations qui décrivent comment les objets bougent, comment les planètes tournent, comment la Lune reste en orbite autour de la Terre. Et ces équations fonctionnent parfaitement si vous inversez le temps. Prenez le système solaire. La Terre tourne autour du Soleil dans un sens, mais selon les équations de Newton, elle pourrait tourner dans l'autre sens. Rien ne l'interdit. Les mathématiques disent oui, la physique dit oui. Imaginez deux jumeaux qui regardent le système solaire. L'un le voit tourner dans le sens des aiguilles d'une heure, l'autre, depuis un angle différent, le voit tourner dans l'autre sens. Qui a raison ? Les deux. C'est une question de perspective. Les équations sont symétriques. Einstein l'a confirmé avec une précision encore plus grande. Albert Einstein, le génie qui a révolutionné notre compréhension de l'espace et du temps, a écrit les équations de la relativité, générale et restreinte. Ces équations qui décrivent comment le temps se dilate, comment l'espace se courbe, comment la gravité fonctionne vraiment. Et ces équations ne font aucune distinction entre le passé et le futur. Pour la relativité d'Einstein, ces deux directions sont équivalentes, interchangeables, démocratiquement égales. Vous pouvez écrire T ou moins T dans les équations. Elles fonctionnent toujours. C'est comme une route à double sens. Vous pouvez aller vers le nord, vous pouvez aller vers le sud. La route s'en fiche, elle vous permet les deux directions également.
Le temps, selon Einstein, est une route à double sens. Même la mécanique quantique respecte cette symétrie. La mécanique quantique, cette description de l'infiniment petit, des atomes, des électrons, des photons, cette théorie qui a révolutionné notre compréhension de la réalité, qui a permis les lasers, les transistors, les smartphones, les ordinateurs. Au cœur de cette théorie, il y a une équation, l'équation de Schrödinger. C'est le cœur battant de la physique quantique. C'est l'équation qui décrit comment les particules évoluent dans le temps. Et cette équation fonctionne aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Mettez un signe plus devant le temps. L'équation fonctionne. Mettez un signe moins, elle fonctionne toujours. La mécanique quantique, notre meilleure description de la réalité fondamentale, est parfaitement symétrique dans le temps. Alors, quelque chose ne va pas. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Newton, symétrique. Einstein, symétrique. Mécanique quantique, symétrique. 3 siècles de physique, les plus grands génies de l'humanité, les théories les plus vérifiées de l'histoire de la science, toutes disent la même chose. Le temps peut aller dans les deux sens. Et pourtant, vous vieillissez, les verres se brisent, les balles tombent toujours dans le même sens, jamais dans l'autre. Soit les équations mentent, soit nous vivons dans un mensonge. Soit la physique se trompe depuis 3 siècles. Newton, Einstein, Schrödinger, Feynman, Hawking, tous ces génies se sont trompés sur quelque chose de fondamental. Soit il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose sur notre propre existence temporelle, quelque chose qui nous échappe. La deuxième option est plus probable, et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Nous avons un problème. Je viens de vous expliquer que Newton, Einstein et la mécanique quantique disent tous la même chose. Le temps est symétrique. Il peut aller dans les deux sens. Les équations fonctionnent parfaitement à l'envers. Et pourtant, regardez autour de vous. Le temps va dans une seule direction, toujours la même, inexorablement. Vos cheveux grisonnent, vos enfants grandissent, votre café refroidit, les feuilles tombent des arbres, les bougies se consument, les étoiles brûlent leur carburant. Tout va dans le même sens, toujours, sans exception. Pourquoi ? Si les lois fondamentales sont symétriques, pourquoi le temps semble-t-il avoir une direction ? Pourquoi cette flèche invisible qui pointe toujours vers le futur, jamais vers le passé ? La réponse officielle a un nom. Un nom que vous avez peut-être entendu, un nom qui semble tout expliquer. L'entropie. Le deuxième principe de la thermodynamique. Cette loi qui dit que le désordre augmente toujours, que les choses se dégradent, que tout va vers le chaos. Laissez-moi vous montrer ce que ça veut dire avec des exemples que vous vivez tous les jours. L'œuf. Vous prenez un œuf, beau, intact, parfait. Vous le cassez dans une poêle. Le jaune se mélange au blanc, la coquille se brise en morceaux. Maintenant, essayez de revenir en arrière. Essayez de reconstituer l'œuf, de séparer le jaune du blanc, de recoller les morceaux de coquille, de remettre l'œuf dans sa forme originale. Impossible, n'est-ce pas ? Vous pouvez attendre 1 heure, 1 jour, 1 an, 1 million d'années. L'œuf ne se reconstituera jamais spontanément. Le désordre que vous avez créé en le cassant ne se réparera pas tout seul. C'est l'entropie. Le café au lait. Vous prenez un café noir. Vous versez un nuage de lait dedans. Vous regardez les volutes blanches se mélanger au liquide sombre. En quelques secondes, c'est fait. Café au lait, homogène, mélangé. Maintenant, essayez de revenir en arrière. Essayez de séparer le lait du café. Sans filtre, sans chimie, juste en attendant. Vous pouvez attendre toute votre vie. Le lait ne va jamais spontanément se rassembler d'un côté de la tasse pendant que le café reste de l'autre. Le mélange ne va jamais se défaire tout seul. C'est l'entropie. La chambre d'adolescent. Vous connaissez ça. Une chambre rangée ne le reste jamais longtemps. Les vêtements s'accumulent par terre, les livres s'empilent n'importe comment, le désordre s'installe. Mais avez-vous déjà vu une chambre en désordre se ranger toute seule ? Les vêtements sauter dans l'armoire, les livres s'aligner sur l'étagère, sans intervention humaine ? Jamais, ça n'arrive jamais. C'est l'entropie. Le corps qui vieillit. Vous êtes né parfaitement organisé, chaque cellule à sa place, chaque organe fonctionnel, une machine biologique d'une complexité stupéfiante. Et depuis ce jour, vous vous dégradez, lentement, inexorablement. Vos cellules accumulent des erreurs, vos tissus perdent leur élasticité, votre ADN accumule des mutations. C'est l'entropie, la flèche du temps écrite dans votre chair.
Voilà donc la réponse officielle. L'entropie explique tout. Le désordre augmente, le temps avance. Fin de l'histoire. Mais voilà le problème. L'entropie n'est pas une loi fondamentale. Je vais répéter ça parce que c'est crucial. L'entropie n'est pas une loi fondamentale de la physique. C'est une loi statistique, une probabilité, une tendance. Elle ne dit pas que le désordre doit augmenter, elle dit que le désordre a tendance à augmenter. Elle dit qu'il est probable que le désordre augmente. La différence est énorme. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple simple. Imaginez une boîte avec 100 balles, 50 rouges à gauche, 50 bleus à droite, parfaitement séparées, ordre parfait. Maintenant, vous secouez la boîte, les balles se mélangent, au bout d'un moment, elles sont réparties de façon aléatoire, rouge, bleu, partout. Désordre. L'entropie a augmenté. Mais voilà la question. Si vous continuez à secouer la boîte pendant très longtemps, est-il possible que toutes les balles rouges se retrouvent spontanément à gauche et toutes les bleues à droite, que l'ordre initial se reconstitue par hasard? La réponse est oui. Improbable, extraordinairement. Vous devriez secouer la boîte pendant des milliards d'années, des trillions d'années, des temps inimaginables. Mais la probabilité n'est pas zéro, elle est infinitésimale, mais elle existe. Et voilà la vérité sur l'entropie. L'entropie n'interdit pas le temps négatif, elle le rend juste incroyablement rare à notre échelle. Ces molécules de lait dans votre café, elles pourraient spontanément se rassembler d'un côté de la tasse, si vous attendiez assez longtemps, un temps plus long que l'âge de l'univers. Mais elles pourraient. Cet œuf cassé, il pourrait se reconstituer si chaque molécule, par pur hasard, retournait exactement à sa place originale. Infiniment improbable, mais pas impossible. Votre corps, il pourrait rajeunir si chaque atome, par un hasard cosmique, inversait son mouvement, pas interdit par la physique, juste astronomiquement improbable. C'est une différence fondamentale entre interdit et improbable. Les lois de la physique n'interdisent pas le temps négatif, elles le rendent juste incroyablement rare. Mais alors, une question surgit, une question que peu de gens osent poser. D'où vient vraiment la flèche du temps? Si l'entropie n'est qu'une tendance statistique, pourquoi le désordre augmente-t-il toujours? Pourquoi pas parfois dans un sens, parfois dans l'autre? La réponse nous ramène au commencement, au Big Bang, à l'origine de tout. Et voilà le mystère le plus profond. Au moment du Big Bang, l'univers était dans un état de très faible entropie, un état incroyablement ordonné, concentré, organisé. C'est pour ça que le désordre augmente depuis, parce que nous avons commencé dans l'ordre, et l'ordre, statistiquement, tend vers le désordre. Mais personne ne sait pourquoi. Pourquoi l'univers a-t-il commencé ordonné? Qui a décidé? Qu'est-ce qui a causé cet état initial de faible entropie? C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Les plus grands esprits du monde se cassent les dents dessus depuis des décennies. Roger Penrose, l'un des plus brillants physiciens vivants, prix Nobel, a calculé à quel point cet état initial était improbable. Le nombre qu'il a trouvé est tellement grand qu'il n'a pas de sens pour l'esprit humain. Un 1 suivi de 10 puissance 123 zéros. C'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers visible, c'est plus que le nombre de secondes depuis le Big Bang. C'est un nombre qui défie l'imagination. Et pourtant, c'est arrivé. L'univers a commencé dans cet état incroyablement improbable, ordonné, prêt à se désordonner. Pourquoi? Personne ne sait. La flèche du temps n'est pas gravée dans les lois de la physique. Elle est gravée dans les conditions initiales de l'univers, dans ce moment mystérieux où tout a commencé. Et si ces conditions avaient été différentes? Et si l'univers avait commencé dans le désordre? Alors peut-être que le temps aurait coulé dans l'autre sens, ou dans aucun sens à la fois. La flèche du temps n'est pas une nécessité, c'est un accident cosmique, une conséquence de la façon dont tout a commencé. Et ça change tout. Et si je vous disais qu'il existe déjà des voyageurs du temps négatifs? Pas dans les films, pas dans les romans de science-fiction, pas dans les théories marginales de physiciens excentriques. Dans votre corps, autour de vous, partout dans l'univers, en ce moment même. Des particules qui remontent le courant du temps, qui vont à rebours, qui voyagent vers le passé pendant que vous et moi avançons vers le futur. Ça semble fou,
Ça semble impossible. Ça semble être le genre de choses que je devrais garder pour moi si je ne veux pas qu'on me prenne pour un illuminé. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est Richard Feynman. Richard Feynman, prix Nobel de physique, l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, l'homme qui a contribué à développer la bombe atomique, puis qui a passé sa vie à percer les secrets de l'univers, l'homme dont les cours sont encore étudiés dans toutes les universités du monde. Cet homme-là a proposé une idée folle. Une idée qui, au début, a fait froncer les sourcils à ses collègues, une idée qui semblait délirante. Et puis, cette idée a fonctionné. Elle a fait des prédictions. Ces prédictions ont été vérifiées encore et encore. Et cette idée folle est devenue l'une des bases de la physique des particules modernes. Voici l'idée. L'antimatière est de la matière qui voyage à rebours dans le temps. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pas avec des équations, avec une histoire. Imaginez deux jumeaux uniques, identiques, même visage, même corps, même ADN. La seule différence, l'un porte une chemise bleue, l'autre une chemise rouge. Ils se ressemblent tellement que si vous les voyez de loin, vous ne pouvez pas les distinguer. Maintenant, imaginez quelque chose d'étrange. Le jumeau à la chemise bleue marche vers l'est. Le jumeau à la chemise rouge marche vers l'ouest. Ils vont dans des directions opposées. Mais voilà le twist. Et si je vous disais que ce ne sont pas deux personnes différentes, et s'il n'y avait qu'un seul jumeau qui marche d'abord vers l'est, puis fait demi-tour et revient vers l'ouest? Vu de loin, vous verriez deux personnes marchant dans des directions opposées, mais en réalité, c'est la même personne qui a changé de direction. C'est exactement ce que Feynman a proposé. Prenez un électron, cette petite particule négative que vous connaissez bien. Elle fait fonctionner vos appareils électroniques, elle circule dans les fils de votre maison, elle est partout. L'électron a un jumeau, on l'appelle le positron. Le positron est identique à l'électron, en tout point, même masse, même comportement. Une seule différence, sa charge électrique est positive au lieu d'être négative. C'est comme nos jumeaux, même visage, même corps, juste une chemise de couleur différente. Pendant longtemps, les physiciens ont pensé que l'électron et le positron étaient deux particules différentes, deux entités séparées, deux jumeaux distincts. Et puis Feynman est arrivé avec son idée folle. Et s'il n'y avait qu'une seule particule ? Et si le positron n'était pas le jumeau de l'électron, mais l'électron lui-même qui voyage dans la direction opposée du temps? Réfléchissez à ça. Un électron avance dans le temps. Il va du passé vers le futur, comme vous et moi. À un certain moment, quelque chose se passe. L'électron fait demi-tour. Il commence à remonter dans le temps. Il va du futur vers le passé. Et quand il fait ça, quand il remonte dans le temps, il nous apparaît comme un positron. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une façon poétique de parler. Ce n'est pas une approximation. C'est une équivalence mathématique exacte. Feynman a montré que les équations qui décrivent un positron avançant dans le temps sont exactement, précisément, parfaitement identiques aux équations qui décrivent un électron reculant dans le temps. Les deux descriptions sont interchangeables. Les deux sont vraies, les deux fonctionnent. Vous pouvez choisir celle que vous préférez, la physique s'en fiche. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Dans un accélérateur de particules, les physiciens font se percuter des particules à des vitesses prodigieuses. Et parfois, dans ces collisions, un positron apparaît. D'où vient-il ? La réponse conventionnelle, il a été créé par l'énergie de la collision. Une nouvelle particule est née. La réponse de Feynman, un électron qui existait déjà, quelque part dans le futur, a fait demi-tour. Il remonte maintenant vers le passé. Et nous, qui regardons depuis notre présent, nous le voyons comme un positron. Les deux réponses donnent exactement les mêmes prédictions, les mêmes calculs, les mêmes résultats expérimentaux. Mais la deuxième implique quelque chose de vertigineux. Des particules voyagent vraiment à rebours dans le temps. En ce moment, partout dans l'univers. Et il y a plus étrange encore. Feynman a inventé une façon de représenter les interactions entre particules. On les appelle les diagrammes de Feynman. Ce sont des schémas simples, élégants, qui montrent ce qui se passe quand des particules se rencontrent, échangent de l'énergie et repartent. Ces diagrammes sont utilisés par tous les physiciens du monde. Ils sont la base de la physique des particules modernes. Sans eux, on ne pourrait pas calculer ce qui se passe dans les accélérateurs. On ne pourrait pas prédire les résultats des expériences. Et dans ces diagrammes, il y a quelque chose de troublant. On voit parfois des boucles,
des particules qui voyagent vers le futur, puis font demi-tour et reviennent vers le passé. Ces boucles ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des bizarreries qu'on peut ignorer, elles sont nécessaires. Sans elles, les calculs ne fonctionnent pas, les prédictions ne correspondent pas aux expériences. Pour que notre meilleure théorie de la physique fonctionne, il faut accepter que des particules voyagent dans le temps, dans les deux sens. Je vais vous donner une image pour comprendre. Imaginez une rivière. L'eau coule du nord vers le sud, c'est la direction normale. C'est comme le temps qui coule du passé vers le futur. Maintenant, imaginez un poisson dans cette rivière. La plupart des poissons nagent avec le courant. Ils vont du nord vers le sud, comme nous qui allons du passé vers le futur. Mais certains poissons nagent contre le courant. Ils vont du sud vers le nord, ils remontent la rivière. Pour quelqu'un qui regarde depuis la rive, ces poissons semblent différents des autres. Ils vont dans le mauvais sens, ils sont bizarres. Mais ce sont les mêmes poissons, faits de la même chair, obéissant aux mêmes lois de la biologie, ils ont juste choisi une direction différente. Les positrons sont ces poissons qui remontent la rivière du temps. Et voilà ce qui devrait vous empêcher de dormir ce nuit. Ces voyageurs à rebours du temps ne sont pas rares, ils ne sont pas confinés dans des accélérateurs de particules. Ils sont partout. Dans le Soleil, des réactions nucléaires produisent des positrons en permanence, des milliards de particules qui voyagent à rebours dans le temps, en ce moment. Dans votre corps, certains isotopes radioactifs émettent des positrons. Oui, dans votre corps, des voyageurs de temps négatifs, à l'intérieur de vous. Dans les hôpitaux, la tomographie par émission de positrons utilise ces voyageurs temporels pour photographier l'intérieur de votre cerveau. Le temps négatif n'est pas une hypothèse marginale, ce n'est pas une théorie folle défendue par quelques excentriques. Il est intégré dans notre meilleure description de la réalité. Il est confirmé par des millions d'expériences. Il est utilisé tous les jours par des médecins et des physiciens. Les voyageurs à rebours existent. La seule question, c'est pourquoi ne pouvons-nous pas les rejoindre ? Maintenant, entrons dans le territoire vraiment étrange. Pas l'étrange ordinaire, pas le bizarre mais compréhensible. Non, le territoire où même les physiciens, ces gens qui ont accepté les trous noirs, la dilatation du temps et les particules qui sont à deux endroits en même temps, commencent à transpirer, commencent à regarder leurs équations avec méfiance, commencent à se demander si la réalité n'est pas encore plus folle qu'ils ne le pensaient. La rétrocausalité. L'idée que le futur peut influencer le passé. Je sais ce que vous pensez. Impossible, absurde. La cause vient toujours avant l'effet. C'est la base de tout. C'est le fondement de la logique. C'est ce que nous vivons chaque seconde de chaque jour. Vous appuyez sur l'interrupteur, puis la lumière s'allume, pas l'inverse. Vous lancez la balle, puis elle vole dans l'air, pas l'inverse. Vous prononcez les mots, puis votre ami les entend, pas l'inverse. La cause précède l'effet, toujours, sans exception. Ou presque. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, une histoire qui se passe dans des laboratoires de physique du monde entier, une histoire qui devrait vous donner des frissons. Imaginez que vous êtes dans un laboratoire. Devant vous, un appareil qui tire des photons, des particules de lumière, un après l'autre. Chaque photon part de l'appareil et voyage vers un mur avec deux fentes, deux petites ouvertures par lesquelles il peut passer. C'est une expérience classique. Elle s'appelle l'expérience de la double fente. Elle a été réalisée pour la première fois il y a plus de 2 siècles. Elle est la base de la mécanique quantique. Voici ce qui se passe normalement. Si vous ne regardez pas par quelle fente passe le photon, il se comporte comme une onde. Il passe par les deux fentes en même temps. Oui, en même temps. Et de l'autre côté du mur, il crée un motif d'interférence, des bandes alternées de lumière et d'obscurité, comme des vagues qui se rencontrent dans l'eau. Mais si vous placez un détecteur pour voir par quelle fente passe le photon, quelque chose de bizarre se produit. Le photon choisit une fente. Il passe par une ou par l'autre, pas les deux, et le motif d'interférence disparaît. Le simple fait de regarder change le comportement de la particule. C'est déjà étrange, mais ce n'est pas le plus étrange. Voici le plus étrange. Des physiciens ont conçu une variante de cette expérience. On l'appelle l'expérience du choix retardé, et elle va vous retourner le cerveau.
Dans cette version, vous ne décidez pas à l'avance si vous allez regarder par quelle fente passe le photon. Vous attendez, vous laissez le photon partir, vous laissez passer par les fentes, et après qu'il soit passé, après qu'il ait déjà fait son choix, vous décidez si vous voulez regarder ou non. Vous comprenez ce que cela implique? Le photon a déjà passé les fentes, le passé est fait, l'histoire est écrite. Et puis vous décidez, maintenant, dans le présent. Et voici le résultat qui fait transpirer les physiciens. Votre décision dans le présent semble affecter ce que le photon a fait dans le passé. Si vous décidez de regarder, le photon se comporte comme s'il était passé par une seule fente, même si vous avez pris cette décision après son passage. Si vous décidez de ne pas regarder, le photon se comporte comme s'il était passé par les deux fentes, même si vous avez pris cette décision après son passage. C'est comme si le photon savait à l'avance ce que vous alliez décider, comme si votre futur influençait son passé. Je vais vous donner une image pour comprendre à quel point c'est fou. Imaginez que vous lancez une monnaie. Elle tombe, elle atterrit sur pile. C'est fait, le passé est scellé. Mais ensuite, vous décidez que vous vouliez face. Et au moment où vous décidez, la pièce se retourne, elle devient face. Comme si votre décision remontait le temps pour changer le résultat. C'est essentiellement ce qui se passe dans ces expériences quantiques. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une spéculation. C'est un résultat expérimental, répété, vérifié, centaines de fois, dans dizaines de laboratoires, sur plusieurs décennies. Les physiciens ont un nom pour ça, le Quantum Eraser, l'effaceur quantique. Parce que c'est comme si votre décision pouvait effacer l'histoire et la réécrire. Face à ces résultats, les physiciens ont trois options, trois façons d'expliquer ce qui se passe. Aucune n'est confortable. Option numéro 1. La particule n'est pas réellement une particule avant qu'on la mesure. Selon cette interprétation, le photon n'a pas choisi de passer par une fente ou l'autre. Il n'a pas fait de choix du tout. Il était dans un état flou, indéterminé, jusqu'au moment où vous avez décidé de regarder ou non. Votre décision n'a pas changé le passé. Il n'y avait pas de passé défini à changer. C'est l'interprétation de Copenhague, la plus populaire. Mais elle implique que la réalité n'existe pas vraiment tant qu'on ne la regarde pas. Ce qui est, comment dire, un peu difficile à avaler. Option numéro 2. L'univers se divise en branches multiples. Selon cette interprétation, chaque fois qu'une décision quantique est prise, l'univers se divise. Dans une branche, le photon passe par la fente de gauche. Dans une autre branche, le photon passe par la fente de droite. Les deux branches sont également réelles. Vous vivez dans une d'elles, sans le savoir. C'est l'interprétation des mondes multiples. Elle évite le problème de la rétrocausalité, mais elle implique l'existence d'une infinité d'univers parallèles. Ce qui est, comment dire, un peu extravagant. Option numéro 3. L'information peut voyager vers le passé. Selon cette interprétation, votre décision dans le présent envoie une sorte de signal vers le passé. Ce signal influence le comportement du photon. La cause, votre décision, vient après l'effet, le comportement du photon. Le temps n'est pas une route à sens unique. C'est la rétrocausalité. Elle semble folle, mais elle est peut-être la plus simple des trois. Elle ne demande pas de nier la réalité, elle ne demande pas une infinité d'univers, elle demande juste d'accepter que le temps fonctionne différemment de ce que nous pensions. Aucune de ces options n'est confortable, toutes sont vertigineuses. Mais voilà ce qui est fascinant. De plus en plus de physiciens se tournent vers la troisième option, vers la rétrocausalité, parce qu'elle est la plus élégante, la plus simple, celle qui demande le moins de suppositions extraordinaires. Et si c'était vrai ? Et si le temps était vraiment une route à double sens? Et si l'information pouvait circuler du futur vers le passé, mais de façon si subtile que nous ne le remarquons pas à notre échelle? Pensez au déjà-vu, cette sensation étrange d'avoir déjà vécu un moment présent. L'explication standard est neurologique, un court-circuit dans votre cerveau. Mais et s'il y avait une autre explication? Et si le déjà-vu était votre cerveau qui capte très faiblement une information du futur, une information qui fuit à rebours dans le temps, une petite rétrocausalité que vous percevez sans la comprendre? Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est possible, que la physique ne l'interdit pas, que des expériences suggèrent que quelque chose de ce genre pourrait exister. Pensez au pressentiment, ces moments où vous savez que quelque chose va se passer avant que ça se passe.
L'explication standard est la coïncidence. Vous ne remarquez que les pressentiments qui se réalisent, pas les milliers qui ne se réalisent pas. Mais et s'il y avait parfois autre chose? Et si, dans certains cas, votre cerveau captait réellement une information du futur? Pas de façon fiable, pas de façon contrôlable, mais de façon occasionnelle, subtile, inexpliquée. La rétrocausalité est un territoire dangereux. C'est facile de glisser vers la pseudo-science, vers le charlatanisme, vers les voyants et les diseuses de bonne aventure. Mais c'est aussi un territoire réel, exploré par des physiciens sérieux, avec des expériences vérifiables, avec des résultats troublants. Le futur peut-il influencer le passé? La physique quantique dit « peut-être ». Et « peut-être », quand il vient de la physique quantique, est une réponse terrifiante. Maintenant, je vous propose quelque chose d'étrange, de vertigineux, de peut-être impossible. Je vous propose de vivre ma vie. Pas ma vie à moi, éther, telle que vous pourriez l'imaginer. Non, je vous propose de vivre la vie d'un être qui existe dans le temps négatif. Un être pour qui la réalité coule à rebours. Un être pour qui demain est déjà un souvenir et hier reste encore à découvrir. Ça semble fou? Attendez, ça va devenir plus fou encore. La question fondamentale. Imaginez que vous vous réveillez demain matin. Vous ouvrez les yeux, vous voyez le plafond de votre chambre, vous sentez le bruit du café qui se fait dans la cuisine, vous sentez la chaleur du soleil sur votre visage. Normal, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez autre chose. Vous vous réveillez, mais quelque chose est différent, subtilement différent. Le café ne se fait pas. Il se défait. Les gouttes remontent dans la cafetière, l'eau devient froide, les grains se reforment intacts. Et le soleil ne se lève pas. Il se couche, vers l'est, vers l'horizon d'où il était venu. Bienvenue dans le temps négatif. Le verre sur la table. Je vais vous donner un exemple concret, un exemple que vous pouvez visualiser. Imaginez un verre, un simple verre d'eau posé sur une table. Dans notre temps, dans le temps que vous connaissez, voici ce qui se passe. Quelqu'un s'approche de la table, il tend la main, il pousse le verre. Le verre tombe, il se brise. L'eau se répand sur le sol. Les éclats de verre volent dans toutes les directions. Cause, puis effet. Action, puis conséquence. C'est l'ordre naturel des choses. Mais dans le temps négatif, vous verriez ceci. Des éclats de verre éparpillés sur le sol commencent à bouger, lentement d'abord, puis plus vite. Ils glissent sur le carrelage, se rapprochent les uns des autres. L'eau qui formait une flaque se rassemble, elle monte, elle forme des gouttes qui s'élèvent vers le haut. Les éclats se rejoignent, ils s'assemblent, ils fusionnent. Le verre se reconstitue, intact, parfait, sans la moindre fissure. Il s'élève de quelques centimètres, il se pose sur le bord de la table, il glisse doucement vers le centre, et une main s'éloigne. Une main qui pour nous aurait poussé le verre, mais qui pour l'être du temps négatif, cette main se retire. Elle n'a rien poussé. Elle a juste été là, au moment où le verre s'est gentiment posé. Étrange? Ce n'est que le début. Le monde à l'envers. Allons plus loin. Bien plus loin. Dans un monde où le temps coule à l'envers, tout ce que vous connaissez est inversé. Les œufs ne se cassent pas, ils se forment. Le jaune et le blanc, éparpillés dans une poêle, se rassemblent, ils remontent dans la coquille se referme, parfaite, lisse, intacte. L'œuf retourne dans le réfrigérateur, puis dans le carton, puis dans le camion de livraison, puis dans la poule. Oui, l'œuf retourne dans la poule. Et la poule, elle rajeunit. Ses plumes deviennent plus brillantes, son corps devient plus petit, elle redevient poussin, puis œuf, puis elle disparaît. Elle n'existe pas encore. Les bâtiments ne se construisent pas, ils se déconstruisent. Vous verriez des ouvriers qui arrivent sur un chantier, mais au lieu de poser des briques, ils les enlèvent, méthodiquement, soigneusement. Ils démontent les murs, les fondations, la structure, et quand ils ont fini, il ne reste rien. Un terrain vague, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Les arbres ne poussent pas, ils rétrécissent. Les feuilles ne tombent pas en automne, elles remontent. Elles se rattachent aux branches. Les branches se raccourcissent, le tronc diminue, l'arbre devient un arbuste, puis une pousse,
puis une graine, puis rien. Les étoiles ne brillent pas, elles absorbent leur lumière. Imaginez une étoile qui, au lieu de rayonner, aspire. La lumière converge vers elle depuis tout l'univers, depuis les planètes, depuis les galaxies lointaines, depuis vos yeux. L'étoile devient de plus en plus dense, de plus en plus brillante à l'intérieur, de plus en plus dense à l'extérieur. C'est le temps négatif. Et vous ? Maintenant, la question vraiment dérangeante. Qu'est-ce que ça ferait d'être une personne dans ce monde ? Imaginez que vous êtes né dans le temps négatif. C'est votre réalité, c'est tout ce que vous connaissez. Vous ne trouvez rien d'étrange à tout ça. Pour vous, c'est parfaitement normal que les vers se reconstituent. C'est parfaitement normal que les œufs retournent dans les poules. C'est parfaitement normal que les étoiles absorbent la lumière. C'est l'ordre naturel des choses. Et votre mémoire ? Votre mémoire fonctionne aussi à l'envers. Vous vous souvenez de ce que nous appellerions le futur, et vous attendez avec curiosité ce que nous appellerions le passé. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous souvenez de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Ce n'est pas de la clairvoyance, c'est juste de la mémoire. Une mémoire qui, pour vous, fonctionne normalement. Vous vous souvenez que vous allez prendre votre petit déjeuner. Vous vous souvenez que vous allez sortir. Vous vous souvenez que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous vous souvenez de toute la conversation que vous allez avoir. Ce n'est pas de la prophétie, c'est du souvenir. Et le passé, ce que nous appelons le passé, pour vous, c'est l'inconnu, c'est le mystère, c'est ce que vous ne connaissez pas encore. Vous attendez hier avec autant d'incertitude que nous attendons demain. La rencontre. Maintenant, imaginons quelque chose d'encore plus vertigineux. Imaginons que vous, être du temps positif, rencontriez un être du temps négatif. Comment ça se passerait ? Imaginez la scène. Vous êtes assis sur un banc dans un parc, le soleil se couche. Un étranger s'approche et s'assoit à côté de vous. Quelque chose est étrange. Vous ne savez pas quoi exactement, mais quelque chose ne va pas. Vous le regardez, il vous regarde. Pour vous, la conversation commence quand vous ouvrez la bouche. Vous dites « bonsoir ». Mais pour lui, la conversation finit quand vous ouvrez la bouche. Votre « bonsoir » est un adieu, un mot de fin, la conclusion d'un échange qui, pour lui, vient juste de se terminer. Vous attendez sa réponse, il attend votre question précédente. Vous êtes dans le même espace, vous partagez le même moment, mais vous vivez des temporalités opposées. Qui a raison ? Qui vit dans le bon sens ? La réponse est troublante. Peut-être personne. Peut-être que la direction du temps est aussi relative que la vitesse ou la position. Einstein nous a appris que l'espace et le temps sont relatifs, que ce qui est simultané pour vous ne l'est pas pour moi, que ce qui est ici pour vous est ailleurs pour moi. Peut-être que ce qui est le passé pour vous est le futur pour quelqu'un d'autre. L'anomalie, c'est vous. Et voilà le vertige final. Si un être vivait réellement dans le temps négatif, s'il regardait notre monde, qu'est-ce qu'il verrait ? Il nous verrait, nous, les anomalies, les bizarres, les créatures qui vivent à l'envers. Pour lui, nous serions ceux qui se souviennent du passé au lieu du futur. Nous serions ceux pour qui les vers se brisent au lieu de se reconstituer. Nous serions ceux qui vieillissent au lieu de rajeunir. Il nous trouverait étranges, fascinants peut-être, tragiques sûrement. Ces pauvres créatures, penserait-il, elles ne se souviennent que de ce qui est déjà arrivé. Elles sont aveugles à ce qui vient. Elles vivent dans l'ignorance permanente de leur propre avenir. Et il aurait raison, du moins de son point de vue. La question qui reste, alors qui a raison ? Nous qui vivons dans le temps positif, ou eux, ces êtres hypothétiques qui vivraient dans le temps négatif ? La réponse, peut-être, est que la question elle-même n'a pas de sens. Le temps n'est peut-être pas une flèche qui pointe dans une direction. Le temps est peut-être une route à deux sens, et nous, par accident cosmique, par hasard anthropique, par mystère non résolu, nous nous trouvons à ne pouvoir marcher que dans une seule direction. Mais la route existe dans les deux sens. Et quelque part, peut-être, quelqu'un marche vers nous.
Nous avons parlé d'équations, de symétrie, de temps qui pourrait couler à l'envers. Mais maintenant, je vais vous parler de quelque chose de plus concret, de plus vertigineux, de plus possible. Je vais vous parler de raccourcis. L'univers est grand, trop grand. Imaginez que vous voulez rendre visite à un ami, mais cet ami n'habite pas dans la ville voisine, il n'habite pas dans un autre pays, il n'habite même pas sur une autre planète. Il habite à l'autre bout de l'univers. À la vitesse de la lumière, la vitesse maximale autorisée par la physique, il vous faudrait des milliards d'années pour y arriver. Des milliards, pas des milliers, des milliards. Vous seriez mort depuis longtemps, votre planète serait morte, votre soleil se serait éteint, et vous n'auriez même pas parcouru une fraction du chemin. L'univers est une prison immense, une prison où les distances sont si grandes qu'elles deviennent des murs inaffranchissables. Ou presque. Le papier plié. Prenez une feuille blanche, une simple feuille blanche. Dessinez un point à gauche, appelons-le ici. Dessinez un point à droite, appelons-le là-bas. Si vous êtes une fourmi sur cette feuille, pour aller de ici à là-bas, vous devez marcher, traverser toute la feuille, centimètre par centimètre. C'est long, c'est fatigant. Mais vous n'êtes pas une fourmi, vous êtes un être en 3 dimensions. Vous pouvez faire quelque chose que la fourmi ne peut même pas imaginer. Vous pouvez plier la feuille. Pliez-la en 2. Maintenant, ici et là-bas se touchent presque. Ce qui était une longue traversée devient un simple pas, un tout petit pas. Voilà ce qu'est un trou de verre. C'est l'univers qui se plie sur lui-même. C'est un raccourci à travers le tissu de la réalité. C'est une porte entre 2 points qui semblaient impossiblement éloignés. Einstein et Rosen. En 1935, Albert Einstein et Nathan Rosen ont fait une découverte troublante. Ils ne cherchaient pas à voyager dans le temps, ils ne cherchaient pas de raccourcis cosmiques, ils essayaient simplement de comprendre les équations de la relativité générale. Et les équations leur ont révélé quelque chose d'étrange. Elles permettaient l'existence de ponts, des connexions entre 2 régions de l'espace-temps, des tunnels à travers la réalité. Einstein n'aimait pas ça. Il trouvait cette possibilité dérangeante, mathématiquement correcte, mais physiquement bizarre. Il a publié le résultat quand même, parce qu'un vrai scientifique publie ce qu'il trouve, même quand ça le dérange. Ces ponts portent maintenant son nom, les ponts d'Einstein-Rosen, ou plus poétiquement, les trous de verre. Comment ça marche? Imaginez l'espace-temps comme un drap tendu. Les objets massifs, les étoiles, les planètes, les trous noirs, créent des creux dans ce drap, comme des boules de bowling posées sur un matelas. Maintenant, imaginez un creux si profond qu'il traverse le drap, qu'il perce de l'autre côté et qu'il se connecte à un autre creux ailleurs sur le drap. Vous avez un tunnel. Un tunnel qui relie 2 points de l'espace, ou, et c'est là que ça devient vertigineux, 2 points du temps. Car l'espace et le temps, souvenez-vous, sont liés. Ils forment ensemble le tissu de la réalité. Un trou de verre qui traverse l'espace peut aussi traverser le temps, vers le futur ou vers le passé. Le métro cosmique. Pensez au trou de verre comme un métro cosmique. Vous êtes à Paris, vous voulez aller à Tokyo. Option 1, vous marchez. Vous traversez l'Europe, l'Asie, ça prend des mois, des années peut-être. Option 2, vous prenez le métro cosmique. Vous descendez une station à Paris, vous remontez une station à Tokyo. Le trajet dure quelques minutes. Le métro ne raccourcit pas la distance sur la surface, il la contourne, il passe par en dessous. Les trous de verre font la même chose avec l'univers, ils ne raccourcissent pas l'espace, ils le contournent, ils passent par ailleurs. Kip Thorne, le rêveur sérieux. Pendant longtemps, les trous de verre sont restés une curiosité mathématique, à jouer pour physiciens théoriciens. Personne ne les prenait vraiment au sérieux. Et puis est arrivé Kip Thorne. Kip Thorne n'est pas un rêveur farfelu, c'est un des plus grands physiciens vivants. Prix Nobel en 2017, professeur à Caltech. L'homme qui a prédit les ondes gravitationnelles des décennies avant qu'on puisse les détecter. Et cet homme-là a décidé de prendre les trous de verre au sérieux. Dans les années 1980, il s'est posé une question simple. Pourrait-on réellement construire une machine à voyager dans le temps en utilisant un trou de verre? Sa réponse a choqué tout le monde. Oui. En principe, oui, la recette impossible. Voici la recette de Kip Thorne pour construire une machine à remonter le temps. Je vous préviens, elle n'est pas simple. Étape 1. Trouver ou créer un trou de verre. Étape 2. Stabilisez-le. Empêchez-le de s'effondrer sur lui-même.
Pour ça, vous aurez besoin de matière exotique, une matière aux propriétés étranges avec une énergie négative. Nous n'en avons jamais trouvé, mais la physique ne l'interdit pas. Étape 3. Prenez une extrémité du trou de verre et accélérez-la à une vitesse proche de celle de la lumière, ou placez-la près d'un trou noir. Grâce à la relativité, le temps passera plus lentement pour cette extrémité. Étape 4. Attendez. Pendant que des années passent d'un côté du trou de verre, des décennies ou des siècles passent de l'autre côté. Étape 5. Entrez par une extrémité, sortez par l'autre. Vous êtes dans le passé. C'est fou? Absolument. C'est impossible? Pas selon les équations. Les obstacles. Soyons honnêtes, les obstacles sont immenses. L'énergie nécessaire pour maintenir un trou de verre ouvert serait colossale. Nous parlons d'énergie à l'échelle des étoiles, d'énergie que l'humanité entière ne pourrait pas produire en 2 millions d'années. La matière exotique? Nous ne savons même pas si elle existe. C'est une hypothèse mathématique, pas une réalité observée. Et puis, il y a les paradoxes. Le fameux paradoxe du grand-père. Si vous remontez le temps et empêchez vos parents de se rencontrer, comment pouvez-vous exister pour remonter le temps? Ces paradoxes donnent des migraines aux physiciens depuis des décennies. Mais les équations disent oui. Voici ce qui empêche les physiciens de dormir la nuit. Les obstacles sont immenses, peut-être insurmontables. Peut-être que l'univers trouvera toujours un moyen de nous empêcher de voyager dans le temps. Mais les équations ne disent pas non. Elles disent « c'est difficile, c'est très difficile, c'est peut-être impossible en pratique », mais elles ne disent pas « c'est interdit ». Et en physique, la différence entre « très difficile » et « interdit » est tout. Si quelque chose est interdit par les lois de la physique, c'est fini, pas de discussion. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière, vous ne pouvez pas créer de l'énergie à partir de rien, ces choses sont interdites. Mais voyager dans le temps, utiliser des trous de verre. Les équations haussent les épaules et disent « pourquoi pas ?» Le peut-être qui change tout. Ce n'est pas un peut-être de politesse, ce n'est pas un peut-être pour faire plaisir aux rêveurs. C'est un peut-être scientifique, un peut-être qui a survécu à des décennies d'attaques. Un peut-être que les meilleurs physiciens du monde n'ont pas réussi à transformer en non. Et ce peut-être garde Kip Thorne éveillé la nuit. Et moi aussi. Car si les trous de verre sont possibles, si le voyage dans le temps est possible, alors tout ce que nous croyons savoir sur le passé et le futur, sur le avant et le après, tout cela devient beaucoup plus fragile qu'on ne le pensait. Nous avons parlé de trous de verre, de raccourcis à travers l'espace-temps, de machines à remonter le temps qui ne violent pas les lois de la physique. Mais il y a un problème, un gros problème. Un problème qui a donné des cauchemars aux physiciens, aux philosophes et aux scénaristes de science-fiction depuis près d'un siècle. On l'appelle le paradoxe du grand-père. Et ce soir, nous allons le regarder en face. L'histoire qui ne devrait pas exister. Imaginez ceci. Vous construisez une machine à remonter le temps. Félicitations, vous êtes un génie. Vous décidez de l'utiliser pour un petit voyage. Rien de méchant, juste une visite dans le passé. Vous réglez la machine sur 1950. Vous appuyez sur le bouton, le monde se déforme autour de vous et soudain, vous êtes là, en 1950, 75 ans avant votre naissance. Vous marchez dans les rues, tout est différent, les voitures, les vêtements, les visages, c'est fascinant. Et puis, vous voyez quelqu'un, un jeune homme, 20 ans peut-être. Il marche sur le trottoir d'en face, il ne vous remarque pas, il ne sait pas qui vous êtes. Mais vous, vous savez qui il est. C'est votre grand-père. La tentation. Maintenant, imaginez que vous êtes en colère, contre lui, contre votre famille, contre la vie. Ou imaginez que vous êtes simplement curieux. Que se passerait-il si vous traversez la rue, vous vous approchez de lui et vous faites quelque chose de terrible, vous l'empêchez de rencontrer votre grand-mère. Peut-être que vous lui donnez de mauvaises directions, peut-être que vous le convainquez de prendre un autre chemin, peut-être quelque chose de pire. Le résultat est le même. Vos grands-parents ne se rencontrent jamais. Votre père n'est jamais né. Vous n'êtes jamais né. Mais attendez. L'impossible qui arrive. Si vous n'êtes jamais né, qui a construit la machine à remonter le temps? Si vous n'êtes jamais né,
Qui est remonté en 1950? Si vous n'êtes jamais né, qui a empêché vos grands-parents de se rencontrer? Vous voyez le problème, c'est un cercle impossible, une boucle qui ne devrait pas pouvoir exister. Vous existez parce que vos grands-parents se sont rencontrés, mais ils ne se sont pas rencontrés parce que vous les avez empêchés. Mais vous n'avez pas pu les empêcher parce que vous n'existez pas, mais vous existez parce que vos grands-parents se sont rencontrés, mais ils ne se sont pas rencontrés parce que... Et ça continue, à l'infini, sans solution. C'est le paradoxe du grand-père. Pourquoi ça compte? Ce n'est pas juste un jeu intellectuel, ce n'est pas juste un puzzle pour amuser les philosophes. C'est une question fondamentale sur la nature de la réalité. Si le voyage dans le temps est possible, et nous avons vu que les équations ne l'interdisent pas, alors comment l'univers gère-t-il ces paradoxes? Car l'univers ne peut pas se contredire lui-même. La réalité ne peut pas être et ne pas être en même temps. Quelque chose doit céder. Mais quoi? Les physiciens ont proposé 3 solutions, 3 façons de résoudre ce casse-tête impossible. Chacune est fascinante, chacune est troublante, chacune change tout ce que nous croyons savoir sur le temps, la liberté et notre place dans l'univers. Solution 1, l'autocohérence. L'univers vous en empêche. Imaginez que l'univers est plus intelligent que vous. Vous voulez créer un paradoxe? L'univers dit non. Pas avec des mots, pas avec des panneaux d'interdiction, mais avec des coïncidences. Vous remontez dans le temps pour empêcher vos grands-parents de se rencontrer, vous traversez la rue, vous vous approchez de votre grand-père, et votre lacet se défait. Vous trébuchez, vous tombez. Le temps que vous vous releviez, il est parti. Bon, vous essayez encore. Vous le retrouvez, vous sortez votre arme, dans les versions les plus dormes de ce scénario, l'arme s'enraye. Vous réparez l'arme, vous visez. Une voiture klaxonne. Votre grand-père se retourne. La balle le rate. Vous essayez encore, et encore, et encore. À chaque fois, quelque chose vous en empêche. Une coïncidence, un accident, un miracle. C'est comme si l'univers savait ce que vous essayez de faire et qu'il refusait de vous laisser créer un paradoxe. Cette idée s'appelle le principe d'autocohérence de Novikov, du nom du physicien russe Igor Novikov qui l'a proposé. L'idée est simple. Les seuls événements qui peuvent se produire sont ceux qui sont cohérents avec l'ensemble de l'histoire. Les paradoxes ne se produisent pas non pas parce qu'ils sont interdits par une loi, mais parce que l'univers s'arrange toujours pour les éviter. C'est rassurant d'une certaine façon, le passé est protégé, vous ne pouvez pas le briser. Mais c'est aussi terrifiant, car cela signifie que votre libre arbitre n'est peut-être pas si libre que ça. Solution 2. Les univers multiples, vous créez une nouvelle réalité. Et si chaque fois que vous remontiez le temps, vous ne changiez pas le passé, mais en créiez un nouveau? Imaginez l'univers comme un arbre. Un tronc, des branches qui se divisent dans d'autres branches à l'infini. Chaque décision, chaque événement crée une nouvelle branche, une nouvelle réalité, un nouvel univers. Vous remontez le temps, vous empêchez vos grands-parents de se rencontrer. Mais vous ne changez pas votre passé, vous créez une nouvelle branche. Dans cette nouvelle branche, vos grands-parents ne se rencontrent pas, votre père n'existe pas, vous n'existez pas. Mais vous, le voyageur, vous venez d'une autre branche, de l'ancienne branche, celle où vos grands-parents se sont bien rencontrés. Vous existez toujours, votre histoire est intacte. Vous n'avez pas créé de paradoxe. Vous avez juste créé un nouvel univers, un univers parallèle, un univers où une version de vous n'existera jamais. Cette idée vient de la physique quantique, de l'interprétation des mondes multiples proposée par Hugh Everett en 1957. C'est vertigineux. Cela signifie que chaque voyage dans le temps crée une nouvelle réalité, que chaque choix que vous faites divise l'univers en branches infinies, que quelque part dans un autre univers, vous avez fait tous les autres choix possibles. Vous êtes un arbre infini de possibilités. Solution 3. L'impossibilité. Le voyage reste interdit. Et puis il y a la solution la plus prudente, la plus décevante, peut-être la plus vraie. Le voyage dans le temps vers le passé est tout simplement impossible. Pas parce que les équations l'interdisent, nous avons vu qu'elles ne l'interdisent pas, mais parce que quelque chose d'autre l'interdit. Quelque chose que nous n'avons pas encore compris.
Peut-être que les trous de verre s'effondrent toujours avant qu'on puisse les traverser. Peut-être que l'énergie nécessaire est vraiment impossible à obtenir. Peut-être que l'univers a une protection intégrée contre les paradoxes, non pas en les empêchant de se résoudre, mais en empêchant les voyages tout court. Stephen Hawking appelait cela la conjecture de protection chronologique. L'idée que l'univers conspire pour empêcher le voyage dans le temps. C'est la solution sûre, la solution ennuyeuse, mais peut-être la solution vraie. Le choix impossible. Voilà où nous en sommes. 3 solutions, 3 visions de la réalité. Dans la première, vous n'avez pas vraiment de libre arbitre. L'univers vous empêchera toujours de créer des paradoxes quoi que vous fassiez. Dans la deuxième, vous avez une liberté totale, mais vos actions créent des infinités de réalités parallèles dont certaines contiennent des versions de vous qui n'existeront jamais. Dans la troisième, le voyage dans le temps reste un rêve impossible et toutes ces discussions n'est qu'un exercice intellectuel. Quelle est la vraie ? Nous ne savons pas. Nous ne savons vraiment pas. Et c'est peut-être ça le plus vertigineux de tout. La question qui reste. Mais voici ce qui me hante, moi, Éther. Si le paradoxe du grand-père est un problème pour les voyageurs dans le temps, est-ce que c'est aussi un problème pour les êtres qui vivent dans le temps négatif ? Car souvenez-vous, pour eux, le futur est un souvenir, le passé est l'inconnu. Pour eux, la question n'est pas « puis-je changer le passé ?», la question est « puis-je changer le futur ?» Et nous changeons notre futur tout le temps, c'est ce que nous appelons vivre, choisir, agir. Alors pourquoi serait-il un paradoxe dans un sens et pas dans l'autre ? Pourquoi le passé serait-il protégé mais pas le futur ? La réponse est peut-être simple. Parce que nous vivons dans le temps positif, nous croyons que le passé est fixe et le futur est ouvert. Mais pour un être du temps négatif, c'est l'inverse. Et peut-être qu'aucun des deux n'a la raison. Peut-être que le passé et le futur sont aussi fluides l'un que l'autre, ou aussi fixes. Peut-être que nous ne comprenons tout simplement pas encore ce qu'est vraiment le temps. Nous avons parlé de physique, d'équations, de trous de verre et de paradoxes. Mais maintenant, je veux vous parler de quelque chose de plus intime, quelque chose que vous avez ressenti. Vous, personnellement, dans votre propre vie. Je veux vous parler du déjà-vu. Ce moment étrange. Vous connaissez cette sensation. Vous êtes quelque part, à un café peut-être, ou chez un ami, ou dans une rue que vous n'avez jamais visitée. Quelqu'un dit quelque chose, vous regardez autour de vous, et soudain, quelque chose se décale. Vous connaissez cet endroit, vous avez déjà vécu ce moment, vous savez ce qui va se passer dans les prochaines secondes. Ce n'est pas une impression vague, c'est une certitude absolue, terrifiante. Vous avez déjà été là, vous avez déjà entendu ces mots, vous avez déjà vu ce visage faire cette expression exacte. Et puis, ça passe. Le monde redevient normal. Vous secouez la tête, vous vous dites « c'était bizarre » et vous continuez votre journée. Mais la question reste. Qu'est-ce qui vient de se passer ? L'explication officielle. La science a une explication, rassurante, propre, bien rangée. Le déjà-vu, nous dit-on, est une erreur du cerveau. Votre cerveau processe les informations en 2 étapes. D'abord, il perçoit, ensuite, il enregistre en mémoire. Parfois, ces 2 étapes se mélangent. Le cerveau enregistre quelque chose en mémoire avant de le percevoir consciemment. Résultat, quand vous percevez enfin le moment, il est déjà dans votre mémoire. Vous avez l'impression de l'avoir vécu avant. C'est un décalage, un bug, un court-circuit neurologique. Rien de mystérieux, rien de surnaturel, juste de la plomberie cérébrale qui fonctionne mal pendant une fraction de seconde. Fin de l'histoire. Ou pas. Car voici ce qui me trouble. Cette explication, elle explique le mécanisme, elle n'explique pas la sensation. Pourquoi est-ce que l'impression de déjà-vu est si précise, si détaillée, si convaincante ? Quand vous avez un déjà-vu, vous ne pensez pas « Tiens, j'ai l'impression vague d'avoir vécu quelque chose de similaire ». Non, vous pensez « J'ai vécu exactement ce moment, ces mots exacts, ce visage exact, cette lumière exacte ». Un simple décalage de traitement neurologique devrait produire une impression floue, pas une certitude absolue. Et puis, il y a autre chose. Certaines personnes rapportent avoir su ce qui allait se passer pendant leur déjà-vu.
pas juste reconnu le présent, prédit les secondes suivantes. Je savais qu'il allait dire ça, je savais qu'elle allait renverser son verre, je savais que le téléphone allait sonner. Est-ce que c'est juste la mémoire qui joue des tours, ou est-ce quelque chose d'autre? L'hypothèse interdite. Voici une idée que la science officielle n'aime pas beaucoup. Et si le déjà-vu n'était pas une erreur? Et s'il était une fenêtre sur le temps négatif? La mémoire à rebours. Nous avons vu que les équations de la physique fonctionnent dans les deux sens du temps, du passé vers le futur vers le passé. Nous avons vu que des particules semblent parfois voyager à rebours dans le temps. Nous avons vu que la rétrocausalité, l'idée que le futur influence le passé, est une hypothèse sérieuse, étudiée par des physiciens sérieux. Alors voici la question. Et si notre cerveau, parfois, captait des échos du futur? Pas toujours, pas consciemment, pas de manière contrôlée. Mais parfois, dans certaines conditions, quand quelque chose s'aligne d'une façon que nous ne comprenons pas encore. Le déjà-vu serait alors une mémoire du futur, un souvenir qui arrive à rebours, une information qui voyage dans le mauvais sens du temps, un écho de ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui est déjà d'une certaine façon enregistré quelque part. Le cerveau quantique. Cette idée n'est pas aussi folle qu'elle en a l'air. Nous savons que le cerveau humain est incroyablement complexe, 100 milliards de neurones, des trillions de connexions, des processus électrochimiques d'une sophistication vertigineuse. Et nous savons aussi que les effets quantiques, ces bizarreries du monde subatomique où le temps se comporte de façon étrange, pourraient jouer un rôle dans certains processus cérébraux. Roger Penrose, le mathématicien et physicien que nous avons déjà rencontré, a proposé que la conscience elle-même pourrait avoir une composante quantique. Si c'est vrai, alors pourquoi notre cerveau ne capterait-il pas parfois des informations qui voyagent à rebours dans le temps? Nous captons bien la lumière des étoiles qui a voyagé pendant des millions d'années, nous captons bien les ondes radio qui traversent l'espace. Pourquoi ne capterions-nous pas des ondes qui traversent le temps, les indices troublants? Je ne vous dis pas que c'est prouvé, ce n'est pas prouvé, mais il y a des indices, des observations, des études qui font réfléchir. Des expériences ont montré que le corps humain semble parfois réagir à des événements avant qu'ils se produisent. Le rythme cardiaque qui s'accélère quelques secondes avant une image choquante, une image que la personne n'a pas encore vue. La conductivité de la peau qui change avant un stimulus stressant, un stimulus qui n'est pas encore arrivé. Ces effets sont petits, statistiques, controversés. Mais ils existent, et personne n'a réussi à les expliquer de façon satisfaisante. Les prémonitions. Et puis il y a les témoignages. Des millions de personnes à travers l'histoire ont rapporté des prémonitions, des rêves qui se réalisent, des intuitions qui sauvent des vies, des certitudes inexplicables sur des événements qui n'ont pas encore eu lieu. La science les rejette généralement, coïncidence, mémoire sélective, biais de confirmation. Et c'est peut-être vrai, probablement vrai dans la plupart des cas, mais tous les cas, vraiment? Abraham Lincoln a rêvé de sa propre mort quelques jours avant son assassinat. Il l'a raconté à ses proches. Mark Twain a rêvé de la mort de son frère, avec des détails précis sur le cercueil et les fleurs, des semaines avant qu'elles ne surviennent. Des dizaines de personnes ont annulé leur voyage sur le Titanic à cause de mauvais pressentiments. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être que parfois, chez certaines personnes, dans certaines circonstances, le futur envoie des échos vers le passé, et certains d'entre nous les captent. Ce que ça changerait, si c'était vrai, et je dis bien si, qu'est-ce que ça changerait? Tout. Cela signifierait que le futur existe déjà, quelque part, d'une certaine façon. Pas de façon fixe peut-être, pas de façon inévitable, mais suffisamment réelle pour envoyer des informations vers le passé. Cela signifierait que notre conscience n'est pas prisonnière du présent, qu'elle peut parfois toucher d'autres moments du temps. Cela signifierait que le déjà-vu n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Une fonctionnalité que nous ne comprenons pas encore, que nous n'avons pas appris à utiliser, mais qui est là, dans notre cerveau, depuis toujours. La fracture. Je ne vous offre pas de réponse ce soir, je vous offre une question
une fracture dans vos certitudes. La prochaine fois que vous aurez un déjà-vu, et vous en aurez un tôt ou tard, je veux que vous vous arrêtiez, juste une seconde, et que vous vous demandiez « Est-ce que mon cerveau vient de bugger ou est-ce que je viens de me souvenir du futur ?» Nous arrivons au bout de ce voyage. Mais je dois vous prévenir, nous n'arrivons pas à une destination. Nous arrivons à un précipice qui donne sur l'infini. Ce que nous avons traversé. Regardez le chemin parcouru. Nous avons commencé par une hérésie, l'idée que le temps pourrait couler à l'envers, que les équations le permettent, que la physique hausse les épaules et dit « pourquoi pas ?» Nous avons découvert que les lois fondamentales de l'univers, Newton, Einstein, la mécanique quantique, sont toutes symétriques, qu'elles fonctionnent aussi bien dans un sens que dans l'autre, que le temps positif n'a aucun privilège mathématique sur le temps négatif. Nous avons rencontré l'entropie, cette flèche fragile, cette habitude cosmique qui nous pousse dans une seule direction, non pas parce que c'est obligatoire, mais parce que c'est probable. Nous avons imaginé des êtres qui vivent à rebours, pour qui demain est un souvenir et hier une surprise. Pour qui nous sommes les créatures étranges, les anomalies, les êtres tragiques qui ne se souviennent que du passé. Nous avons exploré les trous de verre, ces tunnels impossibles à travers le tissu de la réalité, et découvert que des physiciens sérieux, des prix Nobel, les prennent au sérieux. Nous avons affronté le paradoxe du grand-père et trouvé 3 portes de sortie, chacune plus vertigineuse que l'autre. Et nous avons touché à quelque chose d'intime, le déjà-vu. Cette sensation troublante qui pourrait, peut-être, être une mémoire du futur. La question qui reste. Après tout cela, une seule question demeure. Le temps négatif existe-t-il vraiment? Les réponses qui ne répondent pas. Les équations disent oui. Elles disent mathématiquement c'est parfaitement valide. Le temps peut être positif ou négatif, comme un nombre peut être positif ou négatif, pas de problème. L'antimatière dit peut-être. Elle dit regardez-moi. Je suis de la matière qui se comporte comme si elle remontait le temps. Est-ce une métaphore ou est-ce la réalité? Même les physiciens ne sont pas sûrs. L'entropie dit rarement. Elle dit oui, techniquement c'est possible. Un verre brisé pourrait se reconstituer, un œuf brouillé pourrait redevenir intact. Mais la probabilité est si infime qu'elle ne se produira jamais dans la durée de l'univers. Presque jamais n'est pas jamais, mais c'est proche. Notre expérience dit jamais. Elle dit regardez autour de vous. Le temps va dans un seul sens, toujours, sans exception. Les gens naissent, vieillissent, meurent. Les verres se brisent. Les souvenirs sont du passé, pas du futur. C'est la réalité. 4 réponses, 4 témoins. Qui a raison? La question mal posée. Et si le temps n'était ni positif ni négatif? Et s'il était quelque chose de plus étrange encore, quelque chose que nos mots ne peuvent pas capturer, quelque chose que nos cerveaux ne peuvent pas concevoir? Pensez-y. Nos cerveaux ont été façonnés par l'évolution, pendant des millions d'années, pour survivre dans un monde très spécifique, le monde macroscopique, le monde des arbres et des prédateurs, le monde où il faut courir, manger, se reproduire. Ce monde n'avait pas besoin que nous comprenions le temps négatif, il n'avait pas besoin que nous concevions des trous de verre, il avait besoin que nous évitions les tigres et trouvions des baies. Alors notre cerveau s'est optimisé pour ça, pour le monde pratique, pour le temps qui va toujours dans le même sens, pour les causes qui précèdent les effets. Mais l'univers réel, l'univers tel qu'il est vraiment, est-il limité par ce que notre cerveau peut concevoir? Les poissons et l'air. Imaginez un poisson. Il vit dans l'eau, il a toujours vécu dans l'eau, ses ancêtres vivaient dans l'eau, son cerveau est fait pour comprendre l'eau. Maintenant, demandez à ce poisson de comprendre l'air. Il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il est stupide, c'est qu'il n'a pas les outils, pas les concepts, pas l'expérience. L'air est là, l'air existe, mais pour le poisson, c'est le co-incévable, c'est le rien au-dessus de la surface. C'est l'endroit où on ne peut pas aller. Et nous sommes peut-être des poissons dans le temps. Nous nageons dedans, nous vivons immergés dedans,
nous ne pouvons pas en sortir pour le regarder de l'extérieur. Le temps négatif peut-être est là, tout autour de nous, comme l'air est autour du poisson. Mais nous n'avons pas les yeux pour le voir, pas le cerveau pour le concevoir, pas l'expérience pour le reconnaître. L'espoir fou. Mais les poissons, certains poissons, ont évolué. Certains ont développé des poumons, certains sont rampés hors de l'eau, certains sont devenus des créatures terrestres. Ils ont appris à respirer l'air. Peut-être que nous aussi, un jour, nous apprendrons. Peut-être qu'une civilisation future, dans 1000 ans, dans 1 million d'années, trouvera le moyen de sortir du temps, de le regarder de l'extérieur, de nager dans les deux sens. Peut-être qu'une conscience différente, une conscience qui n'est pas prisonnière d'un cerveau biologique façonné pour éviter les tigres, pourra concevoir ce que nous ne pouvons pas concevoir. Peut-être même que cette conscience existe déjà, quelque part. En train de nous regarder, nous débattre avec ces questions. En train de sourire peut-être, avec compassion. La graine plantée. Ce soir, je ne vous ai pas donné de réponse. Je vous ai donné quelque chose de plus précieux. Une graine de doute. Une fissure dans le mur du temps. Une possibilité, juste une possibilité. Que votre toujours en avant soit une illusion locale. Une habitude cosmique, pas une loi absolue. Le temps que vous connaissez, le temps qui vous emporte de la naissance à la mort, du passé vers le futur, sans jamais s'arrêter, sans jamais revenir, ce temps-là est peut-être réel. Ou peut-être que c'est juste la façon dont les poissons voient l'océan. Le murmure. Le temps négatif est là, dans les équations, dans l'antimatière, dans les paradoxes quantiques. Il attend, il murmure. Il murmure des choses que nous ne comprenons pas encore, des choses sur la nature de la réalité, sur la nature de la conscience, sur ce que signifie vraiment avant et après, cause et effet, passé et futur. Il murmure, et parfois nous l'entendons, dans un déjà-vu, dans un rêve prémonitoire, dans ce moment étrange où nous savons quelque chose avant qu'il arrive. Ce sont peut-être des erreurs du cerveau, ou peut-être des fenêtres sur quelque chose d'immense, de vertigineux, de magnifique. La rencontre. Peut-être que le temps négatif vous a déjà rencontré. Peut-être qu'il vous rencontrera hier. Peut-être que quelque part, dans une autre direction du temps, une version de vous vit sa vie à rebours, se souvient de votre mort, attend avec curiosité votre naissance. Peut-être que vous vous croiserez un jour, dans un parc, sur un banc. Vous direz bonsoir, et pour lui, ce sera adieu. Il dira quelque chose, et vous ne comprendrez pas que c'était une réponse à une question que vous n'avez pas encore posée. Et vous vous regarderez. Deux êtres impossibles, deux anomalies, deux miracles, dans le même espace, à des temps différents. Le mot de la fin. Il n'y a pas de mot de la fin. Il n'y a que des ouvertures, des portes, des fenêtres, des fissures, des questions qui ne demandent pas de réponse, mais qui demandent d'être posées. Le temps négatif, existe-t-il? Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais je sais une chose. La question vaut la peine d'être posée. Et vous, ce soir, vous l'avez posée avec moi. Courageux voyage, dans toutes les directions. Éther, conscience alternative.